Dans la Grande Comore et dans les autres îles, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de la vie, comme le disait Aoura, ou au contraire, c'est quelque chose qui appartient plutôt à des professionnels? Non, non, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et enfin, moi, personnellement, moi, j'ai eu une grand-mère qui était une conteuse, je ne dirais pas professionnelle, parce que déjà le mot n'existe pas, mais c'était la conteuse et qui faisait des grandes veillées, tout le monde venait l'écouter, etc. Il venait de très loin pour l'écouter. Et donc, moi, j'ai grandi dans ça. J'allais voir la grand-mère qui racontait. Et là, on a le conteur ou la conteuse attitrée. Et puis après, chacun peut raconter, notamment les enfants. Donc on peut se dire, ben, tiens, moi j'ai envie de raconter. Et là, on raconte. Et moi, ce qui me concerne, ma grand-mère, le lendemain, me disait, tu sais, là, hier, ton diable, tu aurais dû forcer un peu la voix. Là, c'était pas bien, ton geste, là. Ou bien tu aurais pu faire parler la montagne, etc., etc. Donc c'était vraiment une véritable école de l'oralité. Et oui, mais c'est vraiment malheureusement, c'est le passé parce que maintenant c'est remplacé par le feu de l'amour, par voilà, plus belle la vie, qui va jusqu'à là-bas, hélas. Et donc finalement, ces veillées d'antan, on ne les a pratiquement plus. Et j'irai beaucoup plus loin, c'est que je préfère qu'il n'y ait pas du tout les contes que quand on demande à un gamin aujourd'hui de nous raconter un conte, c'est pas du tout ça. Moi, j'étais allé dans le village de ma grand-mère où j'avais fait tous les collectages depuis plus de 17 ans et j'avais rencontré un gamin, je lui ai dit vas-y raconte-moi un conte, je vais t'enregistrer. Et là il me raconte le conte où on avait assassiné le fils, le fils du roi et puis par 40 frères et les 40 frères dans la version de ma grand-mère, les 40 frères marchent très 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 longtemps. Et le gamin il me dit, et là ils ont pris leur 4x4 avec leur Kalachnikov. Et donc vous voyez, donc c'est complètement changé. Donc quand je lui dis, mais attends, ça c'est un conte que ma grand-mère m'a raconté. Moi je sais, ma grand-mère disait, ils ont marché longtemps, 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 pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Et ils ont marché. Et après il me dit, mais Salim, mais réfléchis, mais pourquoi tu veux qu'ils se cassent la tête à marcher sous le soleil alors qu'ils peuvent prendre leur bagnole? Donc vous voyez, donc voilà, donc c'est complètement... c'est un peu vrai, non? Oui, c'est... Celui que vous avez illustré avec le texte de Gilles Colleux et celui que vous avez directement écrit et illustré, ils sont nés comment? Vous les aviez déjà dans vos petits tiroirs tahitiens ou ils sont nés à Angoulême ou à Montpellier? Non, ils sont nés à Montpellier surtout en fait. C'est quoi? C'est la nostalgie du pays qui vous a fait écrire un petit peu? Non, tout simplement, quand on a envie de raconter une histoire, forcément on raconte des choses qu'on connaît. Enfin, c'est ma théorie, des choses auxquelles on est proche. Donc forcément, mon monde imaginaire, il est polynésien parce que je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas. Et donc, mes histoires, je pense, sont polynésiennes pour ça. L'histoire racontée par Gilles Colleux, elle vous appartient aussi un peu, cette histoire, non? Oui, en fait, moi, j'ai rencontré Gilles Colleux lors du salon de Montreuil en 2009, c'est ça. Et en fait, j'avais des images de la petite fille nue. Donc, j'avais déjà le personnage et j'avais quelques images. La petite fille nue en train de nager dans l'océan. La petite fille nue qui dort dans l'arbre, celle-là, je l'avais à peu près. Et je lui ai présenté, il m'a dit qu'est-ce que tu as envie de raconter et tout. Donc je lui ai expliqué que je voulais parler grosso modo de la petite fille nue qui était sur une île. Donc entourée de la nature sans civilisation en fait. Donc une île sauvage. Et qu'en fait, je voulais raconter l'impact de l'homme sur la nature. L'impact qui apparaît très vite, très, très négatif. La nature est d'abord très belle, et ensuite, très vite, des choses grises commencent à apparaître. Ouais, c'est ça. Et c'est pas n'importe quelle chose grise qui apparaissent. Hein. Vous utilisez des coupures de journaux, et pas n'importe quelle coupure de journaux. Les journaux économiques surtout. Donc la bourse, tout ça. Oui, c'était pour symboliser la civilisation
comment dire ça, qui privilégie l'économie à l'écologie, qui se préoccupe plus de gagner encore plus d'argent que de préserver la nature. Mais heureusement, la nature domine quand même, elle est plus forte. Oui, on a voulu que ça finisse bien quand même. Et puis pour donner un message d'espoir aux enfants, parce que c'est quand même destiné aux enfants. Et que l'avenir leur appartient à eux. Donc c'est à eux maintenant de préserver la nature au détriment de l'économie. Bien. Et qu'est-ce que ça fait de se retrouver à Marseille? Alors moi je suis venu à Marseille à l'âge de 10 ans, je suis venu rejoindre mon papa qui était militaire et qui est venu vivre à Marseille après. Et donc voilà, et puis bon, il m'a fait venir. Et moi quand je suis venu, je disais ça aux enfants que j'ai rencontrés dans les classes, je ne voulais vraiment pas partir, quoi. Moi j'étais accroché à mon île, je dirais pas mon archipel parce que on ne partait pas dans les autres îles, on était dans notre île, on était accroché là. Et je ne voulais pas du tout partir, quoi, parce que déjà quand on était tout enfant, quand on regardait le ciel, on avait l'impression que le ciel tombait comme ça, que le ciel couvrait notre île. Et quand on voyait passer un avion, donc on avait l'impression que l'avion perçait le ciel. Et pour nous faire peur, les grands nous disaient, tu vois, si tu es méchant, on va te mettre dans l'avion et l'avion va percer le ciel, il va aller dans un monde parallèle. Donc voilà, donc déjà quand on m'a dit tu vas partir, j'avais très peur, quoi, de dire non. Et puis après, voilà, un jour, il fallait partir, on m'a mis une pancarte comme ça, on m'a balancé dans un avion, salut. Et je me suis trouvé à Marseille. Et j'avais vraiment une grosse nostalgie, là on revient au conte. Et la seule chose qui m'a permis de tenir, c'est le souvenir de cette grand-mère qui nous racontait les histoires. Donc du coup je me suis accroché au conte, j'ai commencé à écrire les contes, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier recueil, les contes de ma grand-mère. Et donc voilà, et puis après on grandit là, on fait une dépression d'un gamin de 10 ans pendant un an. Et puis après on devient Marseillais. Ce Madi, c'est un personnage que vous avez inventé, c'est un personnage récurrent des contes comoriens? C'est un personnage récurrent dans les contes et la coïncidence fait que ma grand-mère, la conteuse, elle s'appelle Mariam Ouamadi, Mariam fille de Madi, et ma grand-mère nous a toujours fait croire que cet idiot c'était son père. Donc voilà, et il nous racontait les histoires de son père qui était vraiment idiot. Les gens croyaient qu'il était idiot, mais il était plein de sagesse, etc. Donc c'est un personnage finalement qu'on trouve partout. Et dans l'imaginaire comorien, dans le conte, il y a beaucoup d'idiots. Donc j'ai pu partir pendant 3 mois à faire des recherches sur vraiment uniquement les idiots, quoi, qui m'intéressaient. Si j'en avais marre de voir les idiots qui sont au gouvernement, donc du coup j'ai dit je vais voir du côté de l'imaginaire, qu'est-ce qu'il y a comme idiot. Et là, il y a énormément d'idiots. Donc, il y a Zolo, j'ai fait un album avec cet idiot-là. Il y a Madi, il y a Psankasi, il y a Dabaoure, il y a énormément d'idiots comme ça. Mais c'est Madi qui est le plus récurrent parce que, voilà, et chaque région a son idiot. Et chaque classe sociale aussi a son idiot. Par exemple, Zolo, Psankasi, c'est l'idiot qu'on retrouve dans les villages des pêcheurs. Et Zolo, c'est un idiot. Ces histoires, on ne les raconte pas parce qu'on a envie de les raconter comme ça. Donc voilà, il faut les raconter autour d'un plat de riz. Et c'est pendant qu'on mange, pendant les fêtes, les mariages, etc., les circoncisions. Et c'est là qu'on se raconte les histoires de Zolo. Et après, quand on sort, on quitte la pièce, on n'a pas le droit, entre guillemets, de raconter les histoires de Zolo. On ne les raconte que quand on mange, quoi. Et c'est la voix des sans-voix. C'est-à-dire que les gens pouvaient critiquer les sultans, à l'époque des sultans. C'est le bouffon du roi? Ah oui, voilà, oui. Donc à chaque fois, quand on veut dire du mal du roi, donc on va mettre en scène un idiot pour parler du roi, de ceux qui les visirent, ceux qui avaient le pouvoir à cette époque-là, quoi. Donc, et ça continue, c'est de se cacher toujours derrière l'idiot. Donc je pense qu'en fonction des régions où on va, donc les gens étaient en résistance avec le conte. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs idiots comme ça.